Donald Trump a critiqué son homologue russe pour ses récents commentaires contre l'Ukraine. Le président américain se dit furieux après que Vladimir Poutine ait remis en cause la crédibilité de Volodymyr Zelensky, le leader ukrainien. Des rapports indiquent que le président américain Donald Trump est très en colère et furieux. Je vais imposer des tarifs secondaires sur tout le pétrole en provenance de Russie. Ce serait ça. Si vous achetez du pétrole en Russie, vous ne pouvez pas faire d'affaires aux États-Unis. Poutine pensait qu'il pouvait avoir le beurre et l'argent du beurre. Il a dit au monde qu'il voulait la paix en Ukraine, tout en rejetant chaque proposition de cessez-le-feu et en attaquant constamment les civils ukrainiens. Maintenant, Trump en a assez. La Russie est sur le point d'être durement touchée car Trump vient de promettre d'énormes tarifs sur le pétrole russe et les alliés russes. Trump avait prévenu la Russie que cela allait arriver. Pourtant, Poutine n'a montré aucun signe d'accord pour un cessez-le-feu. Maintenant, la Russie fait face à l'une des situations les plus terrifiantes depuis le début de la guerre. Avant de continuer, si vous pouviez s'il vous plaît appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous pour rester à jour avec toutes les actualités géopolitiques comme celle-ci. Commençons. Les alliés russes seront maintenant contraints d'arrêter de soutenir l'invasion insensée de Poutine. Voici l'avertissement de Trump qui est arrivé ce matin. Il y a seulement quelques heures, le président Trump m'a appelé pour me dire qu'il est, je cite, furieux contre le président russe Poutine et a menacé d'imposer des tarifs secondaires sur le pétrole russe. Je cite, « Si la Russie et moi ne parvenons pas à conclure un accord pour arrêter le bain de sang en Ukraine, et si je pense que c'est la faute de la Russie, ce qui pourrait ne pas être le cas, mais si je pense que c'est la faute de la Russie, je vais imposer des tarifs secondaires sur tout le pétrole en provenance de Russie. » Monsieur Trump a dit que 25 tarifs sur le pétrole russe pourraient arriver à tout moment et m'a dit qu'il prévoit de parler avec le président Poutine cette semaine. Le président m'a confié être très en colère et furieux quand Poutine a attaqué la crédibilité de Zelensky et évoqué un nouveau leadership en Ukraine. Les tarifs secondaires sont une affaire importante car ils sont très efficaces. Ces tarifs ne seront pas imposés à la Russie car finalement, les États-Unis et la Russie n'ont pas un commerce significatif à la base. Mais plutôt, ces tarifs secondaires seront imposés aux pays qui achètent du pétrole et des choses de la Russie. Et ces pays ont beaucoup de commerce avec les États-Unis. Je parle de l'Inde et de la Chine, deux pays qui dépendent beaucoup de l'exportation de leurs produits vers des marchés étrangers, des marchés occidentaux, comme les États-Unis et l'Europe. Et s'ils sont frappés de tarifs secondaires, cela signifierait que les prix de leurs produits augmenteraient. Et c'est quelque chose que la Chine ou l'Inde ne peuvent pas se permettre. Ils devraient donc arrêter d'acheter du pétrole russe. Cela, en retour, mettrait une pression énorme sur Poutine pour qu'il vienne à la table des négociations et travaille sur un accord équitable. De plus, comme vous venez de l'entendre à la fin de l'extrait, Trump n'est pas non plus content des dernières remarques de Poutine. Le dictateur russe a récemment fait des commentaires disant que l'Ukraine devrait avoir une administration de l'Organisation des Nations Unies qui dirige le pays, et il ne pense pas que le gouvernement ukrainien qui est à Kiev en ce moment était légitime. Cela a vraiment irrité Trump. Écoutons ensemble sa déclaration. Cela conduit au fait que les autorités civiles, qui aujourd'hui, conformément à la Constitution du moins, ne sont pas légitimes. En effet, il n'y a pas eu d'élection. À quoi cela pourrait-il mener? Le véritable pouvoir est entre leurs mains. Et cela signifie à son tour qu'il est déjà incertain avec qui signer des documents et il est incertain quelles forces juridiques ils ont, car demain, d'autres dirigeants pourraient arriver par les élections et dire « Eh bien, qui a signé quoi ?» Nous ne savons pas, au revoir. Mais ce n'est même pas le point. Le point est que ces formations néo-nazies, comme Azov et d'autres, commencent effectivement à diriger le pays. La question se pose, comment négocier dans de tels cas? En effet, dans de tels cas, la pratique internationale suit un chemin bien connu. Dans le cadre des activités de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies, il y a eu plusieurs instances de ce que l'on appelle la gestion externe, une administration temporaire. Il y a eu plusieurs instances de ce que l'on appelle la gestion externe, une administration temporaire. Il serait possible, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, avec les États-Unis, même avec les pays européens, et bien sûr avec nos partenaires et amis, de discuter de la possibilité d'une gestion temporaire. Et dans quel but?
pour organiser des élections démocratiques, pour mettre en place un gouvernement compétent qui jouit de la confiance du peuple et ensuite commencer des négociations sur un traité de paix, signer des documents légitimes qui seront reconnus dans le monde entier et qui seront fiables et stables. J'ai une idée. Et si nous mettions en place une administration de l'Organisation des Nations Unies dans un pays où le dirigeant est au pouvoir depuis les 25 dernières années, et ce pays est la Russie. Mais quoi qu'il en soit, les États-Unis ont été très rapides à rejeter cela, et la Maison-Blanche a répondu à la déclaration de Poutine en disant, et je cite, « Le gouvernement de l'Ukraine est défini par sa constitution et son peuple, et il est totalement légitime. » Fin de citation. De toute évidence, la Maison-Blanche n'était pas fan des déclarations que Poutine a faites, et il est si évident pourquoi ces déclarations sont si stupides. Parce que pensez-y, l'administration Trump est en négociation avec les Ukrainiens, et l'administration Trump est en négociation avec les Russes. C'est exactement ce qui s'est passé en Arabie Saoudite. Des négociations dans 2 salles séparées, et une déclaration faite après la fin des 2 négociations. Maintenant, Poutine dit que le gouvernement ukrainien n'est pas légitime. Qu'est-ce que cela dit sur les États-Unis qui négocient avec ce gouvernement pour apporter la paix à ce conflit? Poutine dit essentiellement que les États-Unis traitent avec un gouvernement qu'ils ne pensent pas avoir le droit de décider de quoi que ce soit. Et c'est juste une déclaration tellement stupide quand elle se rapporte à toute cette situation qui se déroule depuis les derniers jours. Cela revient clairement à se retourner contre Poutine. Comme si tout cela n'était pas assez mauvais, la Russie n'a également pas respecté le cessez-le-feu auquel elle avait consenti. En fait, nous avons ici une déclaration directe du président Zelensky disant comment la Russie a continué à attaquer les civils ukrainiens et les familles ukrainiennes, tout en disant au monde qu'elle veut la paix en Ukraine. La frappe russe d'hier sur Kharkiv a malheureusement coûté la vie à 2 personnes. Mes condoléances à leurs familles et à leurs proches. Environ 30 personnes ont été blessées. Tous ont reçu les soins médicaux requis. Je remercie nos sauveteurs et médecins qui travaillent en chaque jour pour notre peuple. Au cours de la semaine dernière, la plupart des régions de l'Ukraine ont été attaquées. 1300 bombes aériennes guidées russes, plus de 1000 drones d'attaque, principalement des Shaheds, et 9 missiles de différents types, y compris balistiques. Un nombre significatif a été abattu avec succès par nos guerriers de la défense aérienne et les unités impliquées dans la protection de notre ciel. La Russie prolonge la guerre et nous fournissons à nos partenaires des informations complètes sur les frappes que l'armée russe effectue et l'action qu'elle prépare. Nous attendons une réponse des États-Unis, de l'Europe et de tous nos alliés à cette terreur contre notre peuple. Je remercie tous les dirigeants et les États qui comprennent cela et continuent leur soutien. La stabilité et la prévision du soutien pour l'Ukraine sont cruciales. Je remercie tous les pays qui nous aident avec la défense aérienne et investissent dans notre industrie de défense. Cela contribue à protéger l'Ukraine. Maintenant, je suis sûr que vous avez tous vu à l'écran la véritable dévastation que la Russie cause à l'infrastructure civile ukrainienne. Ce n'est pas sur les lignes de front, ce ne sont pas des soldats, ce sont des gens ordinaires, qui essaient de continuer leur vie alors que leur pays est sous une invasion, et la Russie continue d'attaquer ses civils. C'est vraiment révoltant. En fait, il y a juste 2 jours, le porte-parole russe Dmitri Medvedev a confirmé au public que la Russie se retire du cessez-le-feu de 30 jours qu'elle avait accepté, et depuis lors, ils ont bombardé et frappé tous les bâtiments civils et attaqué les citoyens ukrainiens. C'est là que nous revenons aux drones que la Russie utilise pour attaquer l'Ukraine, parce que la Russie n'a vraiment pas une industrie de drones, même après 3 jours de guerre de drones. L'Ukraine, en revanche, qui n'avait pas d'industrie de drones pour commencer en 2022, a maintenant l'une des industries de fabrication et d'innovation de drones les plus fortes au monde. Ils produisent en fait plus d'1 million de drones par an. Et d'autres pays veulent réellement s'associer à l'Ukraine et apprendre tout ce que l'Ukraine a appris dans cette guerre. Alors que la Russie dépend de l'Iran. L'Iran a envoyé à la Russie tous ces drones, Shahed, que la Russie utilise pour attaquer l'infrastructure ukrainienne. C'est quelque chose que le président Trump cible également. Et voici ce qu'il avait à dire à propos de ces drones, il y a quelques jours seulement. Les drones iraniens attaquent et tuent des Ukrainiens tous les jours. Pourquoi ne faites-vous rien à ce sujet? Eh bien, nous allons voir ce qui se passe avec ça. Je reçois des rapports à ce sujet et nous examinons un rapport. Vous avez raison. Il fabrique beaucoup de drones. L'Iran fabrique beaucoup de drones. Il fabrique aussi des drones très efficaces. Ils sont très efficaces dans certaines choses. L'Iran est très haut sur ma liste de choses surveillées.
Et comme vous le savez probablement, bien, je leur ai envoyé une lettre récemment et j'ai dit, vous allez devoir prendre une décision d'une manière ou d'une autre. Et nous allons soit devoir parler et discuter, soit de très mauvaises choses vont arriver à l'Iran et je ne veux pas que cela arrive. Ma préférence, et je ne dis pas cela par force ou faiblesse, ma grande préférence est que nous réglions cela avec l'Iran. Mais si nous ne résolvons pas cela, de terribles choses vont arriver à l'Iran. Aujourd'hui, Trump avait un nouveau message pour les dirigeants iraniens. Et ce message est accompagné de 7 bombardiers B-2 qui sont stationnés juste aux portes de l'Iran. Le président a dit qu'il envisage également des tarifs secondaires si l'Iran n'accepte pas un accord nucléaire. Citation, s'il ne conclut pas d'accord, il y aura des bombardements. Et ce seront des bombardements comme ils n'en ont jamais vu auparavant. Espérons que Poutine reçoive le message. Ses alliés commenceront à tomber comme des mouches, un par un, si la Russie ne vient pas à la table des négociations et ne négocie pas de bonne foi. Beaucoup dépend de l'appel qui va avoir lieu entre le président Trump et Poutine cette semaine. Je suis convaincu que la Russie fournira de nombreuses preuves pour affirmer que l'Ukraine viole le cessez-le-feu. Finalement, je crois que nous savons tous la vérité. Nous savons qui est à l'origine de cette guerre. Nous connaissons l'auteur de l'invasion irrationnelle et l'assaillant des citoyens. Poutine ne veut pas vraiment d'un cessez-le-feu, mais il ne veut pas non plus que le monde sache qu'il est celui qui fait obstacle à la paix, car l'administration Trump a clairement indiqué que si la Russie ne vient pas à la table des négociations de bonne foi, alors l'Ukraine aura toutes les options à sa disposition. L'Ukraine aura plus d'armes, des armes plus puissantes, et en plus de cela, la Russie aura plus de sanctions, plus d'application des sanctions et des sanctions secondaires. La Russie ne peut pas prendre ce risque, c'est pourquoi elle fait traîner les négociations. Chaque fois qu'il y a un cessez-le-feu, l'Ukraine l'accepte sans condition et la Russie ajoute 1000 conditions juste pour un cessez-le-feu de 30 jours. N'oublions pas que l'objectif principal du cessez-le-feu de 30 jours est de mettre fin au combat, puis de venir à la table des négociations et de trouver une solution qui convienne aux deux parties. Quel est l'intérêt de mettre des conditions à ce cessez-le-feu de 30 jours lorsque l'objectif principal du cessez-le-feu est de venir à la table des négociations et de régler les différences? Cela est absurde. Poutine craint trop de confronter Zelensky. Poutine a trop peur qu'une fois cette guerre terminée, tous les soldats qu'il a formés reviennent et commencent à remettre en question tous les mensonges que Poutine a racontés aux citoyens russes. Il paie les créateurs 64 millions de dollars par jour. Pourquoi ? Eh bien parce que YouTube n'a pas assez de créateurs en ce moment. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci. Évidemment, cela ne veut pas dire que tout le monde devrait se lancer dans le streaming. Mais si vous vous êtes déjà demandé si vous devriez commencer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment parfait. YouTube paie des millions chaque jour aux créateurs et favorise maintenant plus que jamais les chaînes plus récentes et plus petites. Mais je suis sûr que vous avez de nombreuses questions sur comment commencer et développer une chaîne. Je reçois ces questions dans mes emails tout le temps de certains d'entre vous. C'est pourquoi nous avons décidé de regrouper tous nos conseils YouTube dans un seul bootcamp de formation totalement gratuit. Si vous souhaitez lancer votre chaîne YouTube, vous pouvez vous inscrire à ce bootcamp en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le code Quick Response à l'écran. Ce bootcamp est comme un appel Zoom, il est donc limité à 100 personnes très à la fois, alors assurez-vous de vous inscrire avant qu'il ne soit complet. Maintenant, retour à la vidéo. Zelensky partage ce même point de vue. Tout le monde comprend que le président de l'Ukraine est un président légitime et que Poutine est un criminel de guerre. C'est-à-dire, c'est une telle réponse pour le monde civilisé d'aujourd'hui. Poutine agit ainsi pour une autre raison. La question n'est pas qui est légitime dans son opinion, mais qui est illégitime. Il trouve constamment une raison ou une autre pour ne pas mettre fin à la guerre. Il a peur des négociations avec l'Ukraine. Il a peur de négocier avec moi personnellement, et en excluant l'Ukraine des négociations, il montre que, selon lui, l'Ukraine n'est pas considérée comme un participant légitime. Je pense qu'en principe, nous accepterions de ne pas parler avec lui, mais avec quelqu'un qui représenterait la Russie. Je pense que s'il y a des gens, je pense qu'il y a des entreprises en Russie, et ils ont de nombreuses régions différentes. Ils ont y compris certains domaines d'affaires sérieux. Je crois qu'on pourrait communiquer avec eux s'ils ont une idée pour arrêter la guerre.
Eh bien, je pense que s'ils sont prêts à aller contre cela, parce que Poutine ne veut pas y mettre fin, et que certaines personnes le veulent, eh bien, pourquoi pas? Je pense qu'une certaine opposition là-bas craint Poutine. Eh bien, peut-être qu'ils n'auront pas peur si l'Europe, l'Amérique, l'Ukraine sont prêtes à parler pour la position. Il y a une chose importante qui s'est passée hier que je veux souligner, et je crois vraiment que cela a joué un grand rôle dans les commentaires que le président Trump a faits aujourd'hui. Il a joué au golf avec le président de la Finlande, Alexander Stubb. Et je suis sûr que les conversations qu'ils ont eues pendant cette partie de golf ont beaucoup changé la vie de Trump. La Finlande a une longue histoire avec la Russie. Grâce à cela, ils savent précisément comment les Russes pensent, se comportent, gèrent les négociations et traitent avec leurs voisins. Je suis sûr que le président Stubb a partagé tout cela avec Trump pendant qu'il jouait au golf. Et c'est la déclaration que Trump a publiée juste après. C'est une déclaration très positive pour l'Ukraine et pour la Finlande. Je viens de jouer au golf avec Alexander Stubb, président de la Finlande. C'est un très bon joueur. Et nous avons remporté le tournoi de golf pour hommes invités au Trump International Golf Club dans le comté de Palm Beach. Avec le légendaire Gary Player, le sénateur Lindsey Graham, l'ancien député et animateur de télévision très réussi, Trey Gowdy. Le président Stubb et moi-même sommes impatients de renforcer le partenariat entre les États-Unis et la Finlande. Et cela comprend l'achat et le développement d'un grand nombre de brise-glaces dont les États-Unis ont grandement besoin, apportant la paix et la sécurité internationale pour nos pays et le monde. Le président Stubb m'a affirmé avec force que les États-Unis sont puissants et de retour. Je partage son avis. Ces derniers jours, le président Trump a été très vocal sur son soutien à l'Ukraine et sur la nécessité pour le monde de continuer à soutenir l'Ukraine. Parce qu'il sait ce qui se passe lorsque le monde ne soutient pas les voisins russes. La Russie prend le contrôle de leur territoire, tue toute forme de démocratie dans le pays, et en fait un État marionnette. Aujourd'hui, nous avons obtenu un peu plus de détails sur ce dont Trump et Stubb ont parlé, de nul autre que Stubb lui-même. Trump a demandé au président de la Finlande si on peut faire confiance à Poutine. J'ai dit non, a déclaré Alexander Stubb. Il a passé 7 heures avec Trump à discuter de sujets sérieux, à jouer au golf et à déclarer que les États-Unis préparent des sanctions si Poutine refuse de cesser le feu en Ukraine ou rompt la trêve. Voyez, ils en ont parlé hier et aujourd'hui nous avons des commentaires du président Trump. De loin les commentaires les plus positifs lorsqu'il s'agit de la guerre en Ukraine et lorsqu'il s'agit de l'Ukraine. Beaucoup peuvent être en désaccord, mais je crois que cette partie de golf a grandement influencé la pensée de Trump. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que ce sont les commentaires que le président Trump a fait ces derniers mois. Il est très pro-ukrainien. Et c'est parce que sa famille elle est profondément affectée par tout ce que l'Union soviétique a fait, tout ce que la Russie a fait à la Finlande dans le passé. Regardons ce clip. Mais nous avons perdu notre souveraineté. Nous n'arrivions pas à choisir les clubs à rejoindre. Nous avons pu rejoindre l'Union européenne uniquement lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 1995. Et nous avons perdu 10% de notre territoire, y compris les zones où mes grands-parents sont nés et où mon père est né. Maintenant, la seule raison pour laquelle je dis cela, c'est que le soutien que vous verrez de la part du public finlandais, et je pense de tous autour de cette table, est le soutien de l'identité et de l'expérience historique. Maintenant, mon point important est qu'il semble y avoir une certaine incompréhension sur ce qui se passe ici. La Russie a évidemment commencé cette guerre, mais souvenez-vous qu'elle a commencé cette acquisition de territoire en tant que sphère d'intérêt déjà en 2008 en attaquant la Géorgie, puis en 2014 en annexant la péninsule de Crimée. Et puis, en fin de compte, nous sommes ici pour commémorer le 3e anniversaire du début de la guerre à grande échelle, mais la guerre dure depuis pratiquement 11 ans, depuis 2014. Et beaucoup de gens ne comprennent pas que cela concerne non seulement l'Ukraine, mais aussi l'Europe, les États-Unis, le droit international et, en fin de compte, l'ordre mondial. Donc, si nous permettons maintenant à la Russie de faire ce qu'elle veut, en d'autres termes, mettre fin à l'existence d'un État ukrainien, alors ce n'est pas seulement l'Ukraine qui a perdu, c'est l'Europe qui a perdu, c'est l'Occident qui a perdu, et aussi les États-Unis qui ont perdu. Et pour ceux qui en doutent,
Laissez-moi dire une chose très clairement. On ne peut pas se fier à Poutine. Vous ne pouvez pas conclure un accord avec Poutine, car cela signifie essentiellement aussi un accord avec la Chine. Je dis aussi cela pour ceux qui doutent. La seule façon pour l'Ukraine de gagner totalement cette guerre est que nous continuions le soutien que nous vous avons donné depuis le début. Et je dis aussi que si la Russie obtient ce qu'elle veut maintenant, croyez-moi, elle ne s'arrêtera pas avec l'Ukraine. Nous savons que Poutine continuera parce que son esprit est celui de l'impérialisme et des sphères d'intérêt. Il est donc évident que la Finlande continuera à soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Nous sommes le 5e plus grand donateur en termes de produit intérieur brut par habitant. Permettez-moi de terminer en disant que je pense que ces 2 dernières semaines, nous avons été, en quelque sorte,